Bonjour à tous, merci de votre venue et bonjour aux personnes qui sont à distance. Je vais vous laisser le temps de vous installer pour qu'on puisse démarrer la conférence pour essayer de respecter notre timing jusqu'à 10 heures, qui est toujours difficile pour nous. Donc, si on démarre un peu trop en retard, c'est encore plus difficile pour nous. Donc, je vais démarrer cette conférence qu'on va dédier à un sujet d'actualité, un sujet qui inquiète ou préoccupe certains, un sujet qui est vécu comme une opportunité pour d'autres. Et c'est plutôt cette version qu'on a voulu retenir, hein, puisqu'on va parler de la CSRD et voir avec vous comment on en fait un levier d'amélioration de l'impact de vos sites sur la biodiversité. Et ce sera l'occasion également pour nous de vous présenter un outil qu'on a développé spécifiquement sur ce sujet de la CSRD en termes de reporting pour vous faciliter la tâche et également pour la faciliter la nôtre pour vous donner des indicateurs qui sont pertinents. Avant de démarrer la conférence, donc l'agenda que nous avons prévu est le suivant. Nous allons vous présenter quelques éléments introductifs sur la CSRD et spécifiquement sur l'ESRS E4, sur la biodiversité. On vous présentera donc cet outil dont je viens de parler, dédié à la CSRD que nous avons développé. Ensuite, on dédiera un temps pour vous présenter l'expertise terrain qu'on met à votre disposition pour justement générer de la data pertinente qui vous permet de bien gérer ce sujet de CSRD et pour apporter de la valeur à cette réponse à un cadre réglementaire par l'expertise de l'écologue qu'on va mettre à disposition. Et enfin, on va également évoquer les sujets d'échelle et de passer du site à la stratégie d'entreprise sur ce sujet de la biodiversité. Me revient de vous dire quelques mots sur l'entreprise avant de céder la parole. Donc, Arpas France est une société qui se dédie au conseil en immobilier. Nous sommes une société Bicorp depuis 2017, un des premiers early adopteurs de cette certification qui préfigurait d'une certaine manière les entreprises à mission. Et nous avons créé à cette occasion une raison d'être qui est la suivante, créer ensemble un immobilier et des villes à impact positif. Et dans ce sujet de l'impact positif, nous mettons le vivant, bien sûr, et la biodiversité qui va nous occuper ce matin. On a une réponse globale qui est portée par 4 métiers qui, comme vous le montre ce fil de feuille, est un sujet, est une réponse globale qui est transversale. Donc ce matin, c'est l'équipe Gondwana, la marque biodiversité d'Arpas France, qui va prendre la parole, qui travaille en synergie avec Stratégie durable et transition, qui se dédie au sujet de la résilience, de l'adaptation au changement climatique, des trajectoires carbone, RSE, économie circulaire, confort, santé, bien-être. Travaille également avec l'équipe programmation et AMO projet, qui travaille en amont des projets sur des stratégies et politiques immobilières et qui travaille sur la programmation de toute typologie d'actifs, donc dans les phases amont, et qui accompagne également les clients jusqu'à la mise en œuvre de leurs projets. Et enfin, Workplace Design et Experience, qui est notre équipe d'aménageurs intérieurs qui accompagne les entreprises à mettre en place des concepts d'aménagement et à les déployer dans leurs actifs de bureau et pour lesquels, là aussi, il y a un travail en commun avec l'équipe Gondwana, en particulier sur le sujet de design biophilique. Nous sommes une équipe de plus de 110 collaborateurs pluridisciplinaires. Donc, les personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui sont plutôt des personnes qui ont des compétences en matière d'écologie. Mais l'équipe, elle réunit également des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des agronomes, toute une série d'expertises et de compétences qui nous permet d'apporter ce regard d'impact positif sur l'immobilier. Et nous sommes répartis sur 2 agences, Paris et Lyon. Et nous avons un territoire de jeu qui est bien toute la métropole et également quelques pays limitrophes, notamment le Luxembourg, la Suisse et également la Belgique. Donc, nous intervenons dans une pluralité de contextes. Ceux-ci peuvent être la rénovation d'actifs existants, qui est vraiment un sujet primordial aujourd'hui, la requalification de friches, sur lesquelles les enjeux de biodiversité sont souvent nombreux, les nouvelles constructions et les développements, l'aménagement intérieur, également les sujets de paysage. Et nous travaillons également sur les patrimoines, spécifiquement sur les sujets d'écologie et de biodiversité. C'est notre équipe Gondwana qui intervient auprès de nos clients. Donc cette équipe regroupe aujourd'hui plus de 20 écologues, naturalistes, ingénieurs agronomes, paysagistes et a déjà accompagné plus de 360 clients sur leurs sujets de stratégie ou de mise en œuvre de plans d'action en faveur de la biodiversité. Ce sont plus de 500 études écologiques qui ont été également réalisées, des arbres inventoriés et diagnostiqués et également des assesseurs biodiversity et Finature qui sont en capacité de valoriser les démarches que vous mettez en place sur vos actifs. Enfin, l'équipe Gondwana se dédie également à des sujets de recherche et nous avons déjà à notre actif le portage de plusieurs thèses, dont 2 thèses de doctorat sur les sujets d'espace vert et sur les sujets de connectivité écologique.
L'équipe Gondwana accompagne ses clients sur des sujets de stratégie de biodiversité en lien avec la taxinomie européenne et la CSRD, objet de la présente conférence. Également définit des feuilles de route et des plans d'action biodiversité, travaille sur des cartographies de patrimoine et sur des indicateurs de biodiversité. Nous avons également une équipe en charge de l'ingénierie du vivant qui travaille sur les volets faune-flore d'études d'impact, sur les dossiers CNPN, sur les séquences ERC, sur des suites de mesures compensatoires. Nous réalisons également des diagnostics écologiques flash, des diagnostics de zones humides et phytosanitaires. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, nous sommes également assesseurs Biodiversity et Finature, également auditeurs éco-jardin. Donc nous pouvons valoriser vos projets jusqu'à la certification et la labellisation de vos actifs ou de vos patrimoines. Arpastron accompagne l'ensemble de la filière immobilière. Nous accompagnons les foncières, asset managers, investisseurs, les promoteurs et constructeurs ainsi que les property managers. Nos équipes accompagnent également les utilisateurs ainsi que les maîtrises d'ouvrage publics, collectivités, ministères. Et aujourd'hui, ce sont plus de 1000 clients qu'Arpastron a accompagnés depuis la création de la société. Nous sommes également assistants à maîtrise d'ouvrage des phases de programmation jusqu'aux phases de livraison de vos projets, avec ou sans certification. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, nous sommes assesseurs Biodiversity, EFI Nature et également auditeurs éco-jardin. Enfin, nous avons une cellule en charge des études paysagères en tant que AMO. Nous avons également de la conception. Et enfin, nous travaillons sur les infrastructures vertes et le génie écologique. Je vais maintenant céder la parole à Élodie Russier, Camille Arnoux et Emma Boueb qui vont vous faire la présentation de cette conférence, donc dédiée à la CSRD et comment le voir comme un levier d'amélioration de l'impact de vos sites sur la biodiversité. Merci. Merci beaucoup Gwenaëlle. Bonjour à tous, je suis Élodie Russier de Coster, je suis responsable des activités stratégie biodiversité chez Arpastrans Gondwana. Pour la suite de cette présentation, on va évoquer avec vous la CSRD et ses liens avec la biodiversité, notamment à travers l'ESRSE 4. On va ensuite vous dévoiler l'outil CSRD qui a été préparé par Arpastrans pour accompagner les sites sur la collecte des données en lien avec les attentes de la CSRD. On aura une quatrième partie sur les audits de biodiversité pour vous expliquer la manière dont les écologues vous accompagnent sur le terrain. Et on passera en dernière partie du plan d'action site à la stratégie biodiversité et la manière dont vous pouvez réduire vos impacts sur la biodiversité et avoir une plus-value donc à l'échelle d'une entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est que la CSRD ? La CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, c'est une directive européenne qui est instaurée dans le cadre du Green Deal européen. L'Europe ayant l'ambition de devenir le premier continent neutre pour le climat et respecter les objectifs de développement durable. Cette directive répond à plusieurs objectifs. Le premier, c'est de pouvoir orienter davantage les flux de capitaux vers les entreprises et les flux de capitaux de manière générale pour plus de durabilité. C'est également de pouvoir intégrer la durabilité à travers les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance en renforçant les exigences de reporting de durabilité pour les entreprises européennes, mais aussi en standardisant avec des critères qui sont définis et qui sont communs aux entreprises. Et le troisième aspect de cette directive, c'est également d'améliorer la transparence, la comparabilité et la fiabilité des informations non financières qui sont publiées par les entreprises. Cette directive met vraiment les sujets environnementaux à la même échelle et donc les sujets extra-financiers à la même échelle que les sujets financiers qui font déjà l'objet de reporting. En termes de mise en application et de quelles entreprises sont concernées. Donc la CSRD est en application en France depuis le 1er janvier 2024 puisqu'elle a été adoptée. Son champ d'application concerne toutes les grandes entreprises et toutes les entreprises qui sont cotées en bourse, à l'exception des micro-entreprises avec des critères particuliers. Ça représente environ 50 000 entreprises. L'entrée en application va être progressive. Donc en 2025, les entreprises devront publier des informations donc, sur leur exercice de 2024 et ce sont les entreprises qui sont déjà concernées par les déclarations de performance extra-financières. En 2026, c'est-à-dire sur l'exercice de 2025, de nouvelles entreprises seront concernées, des entreprises plus petites. Puis en 2027, on passera aux entreprises qui sont cotées en bourse, donc notamment les PME, à l'exception des micro-entreprises suivant des critères particuliers. Des entreprises qui sont présentes hors de l'Union européenne sont également
potentiellement soumises à la CSRD en fonction de leur implication dans les pays européens. Ce qui est attendu dans le cadre de cette CSRD, c'est la publication d'un rapport annuel qui devra être public et qui sera audité. Ce rapport fait état des enjeux, de la manière dont ces enjeux affectent son développement, mais aussi de la performance de l'entreprise et de la manière dont cette entreprise aborde tous ces sujets. Il y a énormément d'indicateurs, que ce soit des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs, qui sont demandés dans le cadre du rapport de la CSRD. Alors, au niveau du cadre détaillé de la CSRD, on évoquait un cadre qui est standardisé pour pouvoir divulguer des informations. La CSRD est articulée autour de 12 standards qu'on appelle des ESRS, 2 ESRS qui sont générales et 10 enjeux de durabilité, donc qui sont des ESRS thématiques. Les ESRS thématiques sont répartis dans trois thématiques qui sont l'environnement, adressant notamment la pollution, le changement climatique, l'eau, l'économie circulaire et la biodiversité. Des ESRS sociales et des ESRS gouvernementales. Au niveau des ESRS environnementales, il y en a 5, 4 ESRS sociales et une ESRS gouvernementale. Et donc, quelles sont les étapes que les entreprises vont devoir suivre pour pouvoir répondre à la CSRD ? Dans un premier temps, les entreprises vont devoir répondre aux 2 ESRS générales, puis réaliser une analyse de double matérialité. Alors, l'analyse de double matérialité, elle répond à plusieurs aspects. D'une part, c'est quelles sont les incidences de l'activité sur son environnement de manière générale, mais également quels sont les effets financiers, c'est-à-dire les risques et les opportunités de cet environnement sur l'entreprise. Et donc, une fois que l'entreprise aura identifié les enjeux qui sont matériels, qu'ils soient gouvernementaux, sociaux ou de gouvernance, elle va ensuite devoir répondre aux ESRS thématiques qui ont été définis comme matériels. Donc, si on prend le cas de la biodiversité, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, au niveau biodiversité, une entreprise qui fait sa double matérialité et qui identifie la biodiversité comme un sujet matériel devra répondre à l'ESRS E4, qui est l'ESRS thématique sur la biodiversité. Deuxième partie, une fois qu'elle remplit l'ESRS E4, c'est qu'en entrée de cette ESRS E4, l'entreprise doit refaire une analyse de double matérialité spécifique à la biodiversité pour voir donc la manière dont ses activités impactent la biodiversité et la manière dont la biodiversité peut influencer les activités de l'entreprise. Ce qui va permettre d'identifier une série de sujets liés à la biodiversité qui sont considérés comme matériels et donc d'aboutir à une sélection d'indicateurs et de critères à publier. Donc une sélection d'informations à publier uniquement sur les enjeux matériels. Donc au final, une entreprise sur les sujets biodiversité ne va pas publier l'intégralité de l'ESRS E4, mais uniquement les sujets qui sont matériels par rapport à la biodiversité. Alors, à quoi est-ce que cette ESRS E4 sert pour les entreprises, que ce soit pour l'ESRS E4 ou de manière générale pour la CSRD, l'objectif in fine, c'est de pouvoir accompagner les entreprises dans une transformation sur les sujets ESG et de pouvoir transformer aussi le business model de l'entreprise. Sur la biodiversité plus particulièrement, plusieurs éléments ressortent des normes qui sont donc les normes E1 à E5 au sein de cette ESRS environnementale 4. Le premier aspect, c'est l'entreprise devra répondre sur la manière dont elle affecte la biodiversité, mais aussi sur les dépendances qu'elle a. Donc comment est-ce que ces activités dépendent de la nature et de la biodiversité. Deuxièmement, quelles sont la nature, quelle est l'étendue des risques et des opportunités qui sont considérés comme matériels. Troisièmement, quels sont les effets financiers, que ce soit des effets à court, à moyen ou à long terme, de ces risques et de ces opportunités. Quatrièmement, qu'est-ce qui est prévu par l'entreprise pour pouvoir adapter sa stratégie. Donc, quel business model au sein de ses activités, comment l'entreprise va décliner une stratégie. Et quel est aussi le lien avec les cadres internationaux et les stratégies nationales et internationales.
Et en cinquième temps, quelles actions concrètes, quel plan d'action l'entreprise met déjà en œuvre ou qu'elle souhaite mettre en œuvre, quels sont les résultats aussi qui peuvent déjà être présents par rapport à des actions pour éviter les impacts, réduire ces impacts et les compenser. Et à la fois en termes d'impact, mais aussi des actions qui concernent la protection et la restauration de la biodiversité. Donc cette ESRSE 4 englobe vraiment toute la démarche de l'entreprise, que ce soit sur des mesures très opérationnelles d'actions à mettre en œuvre, que ce soit sur l'identification de ces liens à la biodiversité et que ce soit aussi sur les objectifs qu'elle se dote. Cette ESRSE 4, comme je l'expliquais précédemment, nécessite la réalisation d'une analyse de double matérialité spécifique à la biodiversité qui donc permet d'identifier les enjeux. Cette double matérialité, elle est vraiment multidimensionnelle dans le sens où elle va concerner à la fois la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire les enjeux amont, les enjeux en opération, mais aussi les enjeux aval. Elle intègre la prise en compte des parties prenantes et elle intègre différents horizons de temps, que ce soit sur du court terme, du moyen ou du long terme, et des aspects d'impact et de dépendance et d'effets attendus, existants, mais aussi potentiels. Donc on dresse de manière très générale la notion de double matérialité liée à la biodiversité. Si on rentre dans le détail de cette ESRSE 4 et des objectifs qui lui sont associés, on identifie cinq éléments principaux. Le premier élément, c'est la mesure d'impact et de dépendance, c'est-à-dire comment l'entreprise affecte la biodiversité, mais comment elle en dépend également. Quelles sont la nature, quelle est l'étendue des risques et des opportunités, qui sont d'ailleurs considérés comme matériels et qui sont liés à ces impacts et dépendances, mais aussi comment est-ce que l'entreprise va gérer ces risques et ces opportunités. Troisièmement, la CSRD pointe du doigt les effets financiers. Donc, les entreprises doivent reporter sur les effets financiers de ces risques et de ces opportunités, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Mais aussi quels sont les objectifs et quelles sont les politiques, donc quel est le business model que l'entreprise va adopter sur ces sujets de biodiversité, et ça en lien avec les stratégies et les cadres internationaux. Donc, l'entreprise doit vraiment être en lien avec les thématiques globales pour répondre notamment aux objectifs de développement durable et à l'accord de Kunming-Montréal. Et puis, en dernier lieu, de manière très opérationnelle, quelles actions l'entreprise prévoit-elle de mettre en œuvre ou quelles actions met-elle déjà en œuvre? Quels sont les résultats qui sont observés ou escomptés, notamment pour pouvoir éviter, réduire et compenser les impacts, mais aussi pour protéger et pour restaurer la biodiversité. Donc si on prend du recul, en termes d'entreprises concernées, on évoquait tout à l'heure un nombre conséquent d'entreprises concernées. Au niveau des acteurs de la construction et de l'immobilier, comme c'est un secteur qui est déjà identifié comme prioritaire par la stratégie nationale pour la biodiversité, il est assez évident que le secteur va aussi être concerné par la biodiversité au sein de la CSRD. Et il faut vraiment voir, et le message que je voudrais vous faire passer, c'est qu'il faut vraiment voir l'ESRSE 4 au sein de la CSRD comme un levier d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a eu des attentes fortes en termes de divulgation, d'information et de transparence pour les entreprises. Mais au-delà de ça, la CSRD permet aux entreprises de faire un état des lieux de leurs actions et du lien de leurs activités à la biodiversité et de pouvoir s'engager. Et donc, c'est vraiment aussi un outil qui vous permet d'engager une trajectoire biodiversité au sein de vos entreprises et d'améliorer la prise en compte de cette thématique. Alors, si on passe à la slide suivante, merci. Donc ça implique, comme je disais tout à l'heure, une analyse de double matérialité, puisqu'il n'est pas attendu des entreprises de remonter des informations sur l'intégralité des critères biodiversité de la CSRD, mais uniquement ceux qui sont matériels. Donc l'analyse de double matérialité, ça comporte l'analyse de matérialité d'impact. Donc quelles sont les incidences des activités de l'entreprise sur la biodiversité à l'échelle des sites, mais aussi de la chaîne de valeur. Donc, quelle intensité, quelle ampleur, quelle étendue, quelle temporalité, mais aussi quelle est la matérialité financière, c'est-à-dire que l'entreprise doit évaluer les effets financiers, donc les risques et les opportunités financières qui se présentent à l'entreprise. Donc, comment l'environnement va influencer les activités de l'entreprise. Cette double matérialité, ce qui est spécifique, c'est qu'elle est vraiment multidimensionnelle.
dans le sens où elle prend en compte une notion de temporalité, donc de court, moyen, long terme, une notion de géographie avec les sites et des analyses qui doivent être aussi faites sur différentes échelles géographiques si l'entreprise a du foncier ou des activités à différentes échelles géographiques, mais aussi la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement adresser l'activité propre de l'entreprise, mais ce qui est en amont et en aval, et associer des parties prenantes. Et donc, sur la biodiversité, de quelle manière est-ce que c'est traité? C'est traité sous quatre angles. Le premier angle qui est la perte de biodiversité, à travers les facteurs de pression sur la biodiversité définis par l'IPBES. La deuxième thématique, ce sont les incidences sur les espèces. Donc, on regarde l'état des populations, les incidences sur les écosystèmes et enfin, les impacts et dépendances aux services qui sont rendus par la nature. Et donc, une fois que les enjeux matériels ont été définis dans cette double matérialité, on a, in fine, la liste des informations à publier. Et si tu passes la slide suivante. Et donc, je vais passer la parole à Emma qui va vous présenter l'outil CSRD qui a été développé par Arpas Trans et qui va aussi vous apporter davantage de détails sur la biodiversité dans le SRS 4. Merci. Bonjour à tous. Donc, de par sa formation, le SRS E4 nécessite et implique une divulgation de données à l'échelle des sites dans le cas où l'entreprise est matérielle sur les thématiques de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, c'est dans cet objectif que Arpas Trans a développé un outil de collecte de données qui est réalisé sur site par des experts écologues. L'outil va se décomposer en deux parties, donc, comme on voit ici. Une partie purement critères CSRD qui va permettre de collecter les données et de répondre aux exigences réglementaires de la CSRD. Et en complément de cette partie, une partie plutôt audit, biodiversité et de gestion qui elle, permet d'avoir une analyse globale du site et d'en dégager un plan d'action. L'objectif, c'est que ces analyses de site ainsi que le reporting CSRD qui peut être fait via l'outil soit fait pour toute entreprise qui possède un patrimoine d'actifs. Si on va plus dans le détail de l'ESRS E4, donc, il se compose de sous-thèmes qui ont été expliqués par Elodie plus tôt et de sous-sous-thèmes, comme le changement d'affectation des terres, les espèces exotiques envahissantes, la taille des populations ou le risque d'extinction. Donc, la déclinaison de cette ESRS, de cette thématique, nécessite une manipulation de données à l'échelle des sites. Et la granulométrie est des fois tellement fine, donc à l'échelle des habitats, voire de l'espèce, qui semble essentiel que cette remontée de données soit faite par des écologues sur le terrain. Avant toute chose, avant tout reporting, il est d'abord essentiel de hiérarchiser les sites. En effet, la CSRD ne demande pas à ce que pour l'ensemble des sites, un reporting soit fait, mais seulement pour les sites où une importance biodiversité est relevée. Donc pour cela, la CSRD ne donne pas de méthodologie précise. Néanmoins, il peut être possible de, dans un premier temps, localiser les sites en fonction de leur taille et de les croiser avec la localisation des zones sensibles d'un point de vue de la biodiversité. À l'échelle européenne, ces zones peuvent être les Natura 2000, qu'elles soient directive Habitat ou directive Oiseaux, ainsi que les Ramsar. La compilation de ces données permet d'extraire un échantillon de sites sur lequel un reporting via l'outil peut être mis en place. Donc, comme expliqué plus tôt, l'outil développé par Arpas Trans se compose de deux parties. Une première partie, reporting CSRD, qui elle, prend en compte un outil Excel qui va permettre de reporter les critères demandés par la CSRD et une notice explicative qui va permettre de justifier le choix des critères sélectionnés ainsi que la méthodologie qui a été mise en place. Donc, c'est notamment des choses qui sont demandées par les ESRS 1 et 2 qui sont des ESRS obligatoires. Mais l'outil CSRD permet aussi de répondre aux critères essentiels de l'ESRS E4 pour lesquels l'entreprise est matérielle. L'outil se compose de cette façon. Dans un premier temps, un contexte général. L'objectif est de comprendre où se situe le site. Est-ce qu'il est dans une zone protégée ou à proximité? Est-ce que des échanges ont lieu entre ces deux entités, des connexions? Dans un second temps, est-ce qu'il y a un impact sur l'affectation des sols? Comme on a vu précédemment, plusieurs sous-thèmes rentrent dans cette catégorie, notamment est-ce que le site participe à l'imperméabilisation, au changement d'affectation des terres, ou encore à la désertification, et une partie plus gestion écologique qui va permettre de comprendre
Donc, quelles sont les actions qui ont été mises en place, sont mises en place ou vont l'être dans le futur, ainsi que de répondre à la thématique des espèces exotiques envahissantes. Comme je l'expliquais précédemment, la CSRD demande pour certains critères une granulométrie beaucoup plus fine. Et pour cela, il est important de comprendre l'interaction qui peut se faire entre habitat et espèces. Donc l'objectif de cette partie, c'est de pouvoir avoir un reporting exhaustif de terrain. Donc quelles espèces se retrouvent dans quel milieu, quels sont le statut de ces espèces. Est-ce que ces espèces ont un risque d'extinction? Si oui, est-ce que les activités du site ont un impact sur ces espèces menacées ou sur les habitats de ces espèces menacées? Donc, en complément de cette partie CSRD, nous avons mis en place une partie audit écologique, donc, qui n'est pas du tout demandée par la CSRD, mais qui permet de réaliser une analyse complète du site et peut venir en complément de certains critères de la CSRD. En effet, des critères de la CSRD et de cette partie audit peuvent se répondre. C'est pour cela qu'on l'a décliné en 3 parties, une partie qualité écologique et paysagère, une partie gestion écologique et une partie biophilie. Ouais. La partie qualité écologique et paysagère, dans un premier temps, l'objectif, ça va être de se rendre sur site. Et les écologues vont étudier comment se composent les espaces verts afin de comprendre les actions en faveur de la biodiversité qui ont été mises en place ou qui pourront l'être dans le futur. Est-ce qu'il y a des aménagements favorables à la biodiversité ou encore est-ce qu'il y a une végétalisation du bâti? Donc, de façon plus détaillée, la composition des espaces verts, ça peut être est-ce qu'il y a une diversification des milieux? Est-ce qu'il y a la présence de boisements, de zones humides, de prairies ou encore de haies? Et est-ce qu'il y a une diversification des strates? Donc, par exemple, la strate herbacée, arbustive, arborée ou grimpante. Est-ce qu'il y a des aménagements en faveur de la biodiversité qui sont mis en place, type gîtes, nichoirs, ou encore des micro-habitats comme des points d'eau, des pierriers, etc. Ou encore une végétalisation du bâti, donc toiture végétalisée, murs végétalisés, etc. La seconde partie, c'est la partie gestion écologique. Dans un premier temps, l'objectif, c'est de comprendre la gestion globale du site, donc la gestion des milieux et de la végétation. Est-ce qu'elle est compatible avec la biodiversité? Est-ce qu'il y a une gestion raisonnée de la ressource en eau? Est-ce que l'éclairage sur le site est compatible avec la biodiversité, notamment nocturne? Et est-ce qu'il y a une gestion des terres durable qui permet de conserver l'intégrité écologique des sols? Enfin, une partie biophilie. Donc, pour rappel, la biophilie, c'est une tendance naturelle que nous avons à être attirés par les environnements naturels et à ressentir du bien-être lorsqu'on est en contact avec la nature. Donc ici, on a décidé de le décliner en plusieurs parties parce que la biophilie peut se retrouver de différentes manières sur un site. Tout d'abord par exemple des panneaux pédagogiques qui peuvent nous aider à mieux comprendre l'environnement dans lequel on se trouve. Des zones de jeu ou de détente en plein air, ou encore des zones où on est directement en contact avec ces zones de nature, comme des zones de culture. Enfin, la dernière partie de l'outil, c'est une partie résultats qui se concentre essentiellement sur les résultats de l'audit écologique et biodiversité. Ces résultats ont plusieurs objectifs. Dans un premier temps, c'est de cibler les points forts sur le site d'un point de vue biodiversité et d'en dégager les points d'amélioration qui visent dans le futur à mettre en place un plan d'action et à prioriser des actions sur le site. Ça permet aussi de communiquer en interne et de suivre l'évolution de ces résultats au cours du temps. Donc, de manière générale, cet outil CSRD et audit biodiversité a plusieurs avantages. Dans un premier temps, de faciliter la remontée de données, notamment d'un point de vue CSRD des sites, d'être conforme à la réglementation, de dégager des indicateurs de suivi qui pourront être suivis d'année en année, de bien être documenté sur les incidences, risques et dépendances que les sites ont vis-à-vis de la biodiversité et d'améliorer la prise en compte de la biodiversité sur les sites. Je vais maintenant laisser la parole à Camille qui va vous expliquer comment l'expertise de terrain via l'outil peut permettre de réaliser des études. Merci Emma. On a vu donc comment l'outil permettait de relever les données afin de les intégrer de manière structurée. Donc c'est une première étape qui est cruciale pour évaluer l'état de biodiversité sur les sites.
Et cette première étape, donc, elle est notamment réalisée grâce à des audits biodiversité qui sont réalisés par des écologues sur les terrains. Donc, quels sont les objectifs des audits biodiversité? Premièrement, c'est d'abord de caractériser l'état écologique initial du site, donc à un instant T sur l'année N, de déterminer quels sont les impacts du site sur son environnement, notamment sur la biodiversité, et enfin, in fine, d'améliorer le potentiel écologique du site grâce justement aux deux premières parties. Donc, les écologues vont venir regarder quels sont les atouts, les faiblesses du site et quelles sont les menaces qui pèsent sur cet environnement. Donc, concrètement, comment se déroule un audit biodiversité? Donc, il se déroule classiquement en 4 étapes. Ce sont des étapes qu'on retrouve quand on réalise des audits pour des sites en exploitation dans le cadre de certification, par exemple, et qui est concordant donc, avec les enjeux et critères CSRD. Donc, une première partie qui est de contexte écologique, de préparation de données en amont, d'identification des continuités du contexte écologique. Une deuxième partie de visite du site, donc une journée d'observation par un écologue qui vient regarder la faune, la flore, les habitats. Cette visite du site a permis de récolter des données, d'avoir des informations qui vont permettre une analyse du site, d'évaluer le potentiel écologique et les impacts du site sur son environnement. Et enfin, cette analyse du site elle permet de faire un plan d'action qui va permettre d'améliorer justement ce potentiel écologique. On va voir un petit peu quelles sont les étapes de cet audit et comment elles permettent de répondre à la CSRD. Donc, comme je disais, il y a une première étape d'analyse du contexte écologique où les écologues vont regarder les distances entre les sites et les espaces protégés ou les zones sensibles à la biodiversité. Donc, étape qui avait déjà été faite lorsqu'on a hiérarchisé les sites pour dégager les sites d'importance qui permettent le reporting. Mais ici, l'analyse va aller un petit peu plus loin parce qu'on va regarder quel est le lien et l'impact de ces zones sur le site et inversement. Donc, ces continuités, elles sont importantes dans le cadre d'évaluation des risques, puisque des continuités entre les sites peuvent influencer les activités du site, peuvent influencer la biodiversité de ces zones sensibles. La deuxième étape, donc, qui est la visite de site par un écologue. C'est une visite de site, donc, comme je disais, sur une journée qui va permettre d'évaluer, qui se fait en saison favorable à l'observation naturaliste. Donc, c'est une visite qui se fait de mars à octobre, qui permet, premièrement, d'identifier les espèces en présence sur le site. On va venir regarder quelles sont les espèces qui fréquentent le site animal, végétal, quelles sont les espèces susceptibles de les fréquenter et est-ce que ces espèces utilisent le site comme habitat, comme espace de reproduction, comme espace de nourrissage ou est-ce qu'elles sont juste en transit entre deux réservoirs de biodiversité. On regarde également quel est l'état des habitats écologiques. Est-ce qu'ils sont en bon état écologique? Est-ce que le site et ses activités exercent des pressions sur ces habitats? Et on regarde également la gestion qui est faite du site sur les espaces verts et les impacts potentiels. On regarde également lors de la visite les impacts des activités. Donc, sur les sites en exploitation, on a souvent ces impacts qui sont présentés ici, que ce soit la pollution lumineuse, est-ce que le site éclaire les espaces verts, éclaire des continuités, quels sont les impacts de cet éclairage sur les milieux? Est-ce qu'on a des espèces exotiques envahissantes sur le site, qui est une des causes de l'érosion de la biodiversité, et comment sont gérées ces espèces exotiques sur le site? Un autre exemple, c'est le changement d'usage des sols. Est-ce qu'au cours de l'année, on a eu un changement d'usage des sols qui a imperméabilisé les terres? Suite à cette visite permet de récolter des informations qui vont nous donner un état des habitats, de la flore en présence, qui va permettre de remplir dans la CSRD des métriques et des cibles. Ça va permettre de réaliser une synthèse des enjeux écologiques sur le site.
Également, cette analyse, elle permet de récolter des informations donc, sur la gestion. Quelle est la politique du site en matière de l'eau, de l'arrosage? Quelle est la politique en matière des terres végétales? Est-ce que des produits phytosanitaires sont déversés dans les milieux? Je viens de vous présenter donc, quelles étaient les étapes d'un audit biodiversité. Et maintenant, on va vous montrer un petit cas pratique qu'on a réalisé sur un site de nos clients sur lequel on a fait un audit écologique et qui va permettre de nous faire la démonstration de l'outil CSRD. C'est Emma qui va nous le présenter. Alors, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'outil, comme expliquait Camille, on a essayé ça sur un site. Ici, il s'agit d'un site résidentiel qui est présent en Île-de-France. D'un point de vue écologique, sur le site, on voit par la photo qu'il se compose essentiellement de boisements et de zones ouvertes. Si on regarde le contexte écologique beaucoup plus global, on se rend compte qu'il est entouré de zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique, donc des INEF de type 1, notamment la forêt domaniale de Fosse-Repose et la forêt de Meudon et le bois de Clamart. Pour l'utilisation de l'outil sur la partie CSRD, voici un extrait de critères qui pourraient être demandés, notamment sur la sous-thématique des espèces exotiques envahissantes. Donc, est-ce que le site présente des espèces exotiques envahissantes? Ici, la seule espèce présente, c'est le Robiniphos acacia, donc envahissant en Île-de-France. Quelles sont les voies d'introduction et de prolifération sur le site? Ici, c'est essentiellement dû à la présence de plusieurs sujets matures, donc de plusieurs dizaines d'années, qui vont créer des rejets. Ces rejets vont être traités par le prestataire Espace Vert, donc, ce qui permet de répondre à la question quelles sont les mesures mises en place pour limiter la propagation, et aux critères quantitatifs de quelle est la surface du site recouvert par les espèces exotiques envahissantes sur le site. Ici, à titre indicatif, on a mis 50 mètres carrés. Mais c'est des critères qui peuvent être demandés par la CSRD si l'entreprise est matérielle sur ce sujet. D'un point de vue beaucoup plus général et d'un point de vue audit biodiversité et de gestion, ce que les experts écologues vont regarder sur le site dans un premier temps, c'est quelles sont les strates de végétation présentes. Ici, on a un peu toutes les strates, donc herbacées, arbustifs, arborées ou grimpantes. Quels sont les milieux présents? Par exemple, des prairies, des boisements. Est-ce que la gestion mise en place sur le site est favorable à la biodiversité? Est-ce que des aménagements sont présents pour favoriser la biodiversité? Ici, sur les photos, on peut voir la mise en place de nichoirs, d'hôtels à insectes ou encore de tas de bois. Est-ce qu'il y a une présence de végétation de bâtis? Sur la photo ici, on voit qu'il y a une végétalisation des murs, mais on peut aussi citer des toitures végétalisées. Et est-ce qu'il y a des aménagements biophiliques? Sur le site, il y a notamment des panneaux pédagogiques et des zones de fitness en plein air. Enfin, à titre indicatif, on a donné une note à ce site qui permet de cibler les points forts du site. Donc, ici, on peut citer la gestion et la biophilie et les points d'amélioration possibles d'un point de vue biodiversité, donc comme la qualité écologique et paysagère. Le fait de connaître les points forts et les points faibles peuvent permettre de dégager un plan d'action à l'échelle du site, mais aussi à l'échelle de la stratégie d'entreprise que Camille va vous détailler. Merci. Donc, on a vu comment les audits étaient une première étape de référencement à l'échelle du site. Donc, c'est une première étape qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. La CSRD, même si elle ne demande pas de niveau déterminé d'objectifs ciblés, elle demande d'avoir une amélioration continue sur son site et sur ses activités et de diminuer les impacts de ces activités sur le site au fil des années, sur son environnement. Donc, on a vu comment l'outil CSRD, ça pourrait répondre à cette première partie d'analyse grâce aux critères de métriques, d'objectifs ciblés. Puis, la deuxième étape, ça va être de définir des objectifs justement pour améliorer son impact et s'engager dans une stratégie d'amélioration continue.
Donc, définir des objectifs, ça passe, dans notre cas, sur la biodiversité et sur l'impact des sites par un plan d'action qui s'inscrit donc dans la CSRD par ce qu'on appelle la stratégie ou SBM. Ce plan d'action, il va falloir le mettre en œuvre, puis le suivre et évaluer les actions qui ont été mises en place, qui s'inscrit également dans les critères de la CSRD, suivre et évaluer grâce à des indicateurs et évaluer d'une année sur l'autre, qui va permettre de réajuster, faire un bilan à la fin grâce aux indicateurs et réajuster pour l'année N+1. Et on va s'inscrire ainsi dans un cycle d'amélioration continue au fil des années. Comment on construit un plan d'action? Donc, de même que l'écologue a observé la faune, la flore en présence, l'écologue va pouvoir, à partir de ces observations, construire un plan d'action d'amélioration, de réduction des impacts. Donc, ces actions, elles peuvent être hiérarchisées en fonction des enjeux du site, des besoins de l'entreprise, en fonction des actions, de l'impact qu'elles ont sur la biodiversité, mais aussi de la difficulté de mise en œuvre, de l'investissement que ces actions vont mettre. J'ai mis quelques exemples de comment pouvait être construit un plan d'action. Donc, d'une part, des mesures d'amélioration de la valeur écologique. On va pouvoir jouer sur 3 facteurs, sur la capacité des espaces verts, c'est-à-dire augmenter la surface d'espaces verts qu'on a sur le site, favoriser donc les espaces d'un sol tonnant, diminuer les fragmentations. On va pouvoir jouer sur la qualité de ces espaces verts, travailler une palette végétale qui est diversifiée, qui est locale, recréer des habitats écologiques remarquables, peut-être par rapport aux espèces protégées qu'on a à proximité pour recréer une continuité. Et un dernier point, ça va être travailler la fonctionnalité de ces habitats écologiques, mettre en place des zones refuges, des aménagements pour la petite faune, connecter les espaces entre eux de manière intelligente. Et une deuxième mesure qui peut être mise en place dans ces plans d'action, ça va être de diminuer les impacts du bâti, du site en lui-même, d'améliorer la gestion des espaces verts, par exemple, travailler sur son vitrage qui peut être source de collision avec les oiseaux si on a un vitrage qui est trop réfléchissant ou trop transparent. Travailler sur la fragmentation des continuités écologiques, c'est-à-dire sur les clôtures, sur les limites privatives pour laisser passer la petite faune, ou encore travailler sur les pièges écologiques qu'on peut avoir dans les bassins de rétention, etc. Ce plan d'action, après avoir mis en œuvre, il est nécessaire de le suivre. Donc, ça s'intègre aussi dans la CSRD, puisqu'il va falloir. La CSRD demande une mise à jour annuelle du rapport et d'évaluation de ses impacts. Donc, ça va passer par un inventaire, encore une fois, et une comparaison entre l'année N et N+1 grâce aux indicateurs qui ont été mis en place. Ce plan d'action, donc à l'échelle d'un site, qui est permis donc à l'observation d'un site, il va pouvoir se déployer, puisque ici, quand on a du foncier, quand on a des sites, on a fait un échantillon de quelques sites sur lesquels on a déployé un plan d'action. Ce plan d'action à l'échelle locale va permettre, on va pouvoir le déployer à l'échelle de l'ensemble du site. Ça peut être sur la politique de gestion, sur la politique de lutte contre la pollution lumineuse. Et après, l'écologue va pouvoir, nous pouvons vous accompagner après plus loin à penser plus global à la stratégie globale de l'entreprise sur la politique, sur la collaboration avec le collaborateur, pour aller plus loin. Si on peut retenir quelque chose de cette prise de parole, c'est qu'aujourd'hui, la biodiversité, elle est intégrée de manière conséquente dans cette réglementation de la CSRD qui demande d'évaluer une incidence, l'incidence écologique, l'incidence de ses activités sur son environnement et qui demande une expertise écologique qui doit être faite par des écologues. Il ne faut pas seulement voir la CSRD comme une directive, un reporting seulement, mais comme une opportunité pour améliorer la valeur écologique de ces sites, travailler sur les services écosystémiques, avoir des sites plus résilients, développer une image de marque,
et puis améliorer aussi le bien-être des usagers. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir peut-être passer à la partie d'échange si jamais vous avez des questions en présentiel ou à distance. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Ah, il y a une question là-bas. Je vais apporter. Tiens. Bonjour, je suis Cécile Roman du groupe Bouygues. Vous n'avez pas du tout évoqué la chaîne de valeur dans tout ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez des outils pour aider les entreprises à comprendre l'impact biodiversité de leur chaîne de valeur, donc pour toutes les activités industrielles? Enfin, j'imagine que tout ce que vous avez dit s'adresse plutôt à des gestionnaires de portefeuille, d'immobilier, etc. Et quand on a à la fois cet aspect-là, mais aussi des activités qui demandent des achats et des conversions, mais dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire pas forcément de notre fait. Merci pour votre question. Alors, la chaîne de valeur, effectivement, on l'a évoqué au début sur ma partie qui était plutôt sur la CSRD de manière générale. Oui, la chaîne de valeur, bien entendu, ça fait partie de l'analyse qui doit être conduite donc dans l'analyse de double matérialité sur les sujets biodiversité. Après, là, le focus qui a été fait par la suite, c'est plutôt sur un outil qui est à l'échelle des sites où on aborde la biodiversité qui est directement sur les sites et on n'est plus sur cette notion de chaîne de valeur, vraiment sur la partie site. Pour compléter la réponse sur la chaîne de valeur, effectivement, ce sont des analyses qu'on mène à l'échelle donc de la biodiversité et de l'entreprise pour voir la manière dont l'entreprise a des enjeux sur la biodiversité, que ce soit sur des approvisionnements, que ce soit sur ses activités ou que ce soit en aval également. Mais c'est vrai que le focus était plutôt sur les sites, là, sur cette deuxième partie. Et quel micro je prends peut-être pour compléter, en fait, l'équipe travaille aussi sur des stratégies de biodiversité de manière plus générale l'entreprise. Donc, c'est à cette occasion-là qu'on mène les analyses sur les parties prenantes. Donc là, le focus était plutôt au site, mais c'est l'équipe qui se charge des stratégies, qui a l'habitude de gérer l'intégralité des parties prenantes sur une chaîne de valeur. Bonjour, Loïs Barret-Préaudot de Cépérial. Est-ce qu'il y a une temporalité pour déclarer ce qu'on considère comme les sites pertinents pour la CSRD? Il faut tous les avoir dès le premier reporting ou il y a des acceptations parce qu'on ne peut pas réaliser tous les audits la même année, etc. sur le patrimoine? En fait, lorsqu'on va faire notre double matérialité, après, l'objectif est de hiérarchiser les sites, comme on l'a dit, et de sélectionner des sites qui ont une importance. Donc, ces sites doivent se faire à l'année N. On va prendre certains sites et pas l'ensemble des sites. Donc, mais oui, tous les sites d'importance, en tout cas, doivent être réalisés l'année N. Il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, il y a une autre question à distance. Elle est la suivante. C'est plutôt une remarque et une question qui est liée à la définition des sites. Le spectateur anonyme, donc je ne peux pas vous dire qui c'est. Vous ne vous basez que sur les espaces Natura 2000 et Ramsar pour la définition des zones sensibles. Est-ce que vous pouvez infirmer ou confirmer la remarque qui est faite? Donc par rapport à ce qu'on appelle zone protégée dans la CSRD, donc ce qui est demandé, c'est de pouvoir prioriser les sites par rapport à des zones protégées. Les zones protégées, ce sont des zones protégées donc d'un point de vue réglementaire. Ça intègre à la fois des zones qui sont européennes comme Natura 2000, mais aussi des zones qui sont protégées au niveau national. Et pour identifier les zones qui sont protégées, alors on est en mesure de faire des cartographies de patrimoine au sein d'Arpas Trans et il existe des outils tels que la base de données sur les aires protégées qui s'appelle WDPA qui identifie toutes les aires protégées sur des territoires. Donc les aires protégées, ce ne sont pas uniquement Ramsar et Natura 2000, c'est plus large que ça, ce sont tous les types d'aires protégées, mais c'était des exemples qui étaient donnés. Il y a une autre question à distance qui nous pose la question des lignes directrices données par la CSRD ont été la base de notre outil Excel. Donc, je vous confirme que notre outil il a bien été basé sur les éléments aujourd'hui disponibles
dans les textes de la CSRD, sachant qu'il y aura aussi d'autres textes qui viendront préciser des éléments dans certains secteurs, dont notre secteur. Donc, cet outil est voué aussi à évoluer en fonction des précisions qui seront apportées par la réglementation. Est-ce que vous êtes, donc je suis Laurent Miguet du Moniteur, est-ce que vous établissez un lien entre CSRD et ZAN, c'est-à-dire est-ce que les sites sur lesquels vous déployez des plans d'action peuvent, à force d'amélioration, être réputés du point de vue réglementaire des sites renaturalisés qui sortent donc de la comptabilité des espaces artificialisés? Merci. Il y a, la CSRD n'établit pas directement un lien avec le ZAN dans les textes. Néanmoins, si on réfléchit à la stratégie globale de l'entreprise, à la stratégie des sites, l'entreprise va mettre en application la CSRD avec une vision site d'amélioration continue, comme Camille le présentait tout à l'heure, ce qui fait que pour améliorer le potentiel écologique, pour limiter les impacts négatifs, avoir des impacts positifs sur la biodiversité, elle va mettre en place des actions. Et ça, un exemple d'action, ça pourrait être justement de renaturer des espaces. Et c'est là qu'il y a vraiment un lien avec le ZAN, puisqu'in fine, comme on est dans une démarche d'amélioration continue, on est dans une démarche aussi de prise en compte de la biodiversité, de renaturation autant que possible. Et on peut dire que l'étape ultime, ce serait d'arriver à zéro artificialisation nette. Mais tout dépend après de la stratégie de l'entreprise et des actions qui sont mises en œuvre. Moi, je voulais savoir si vous travaillez également sur les ressources que génèrent toutes ces réflexions. Je pense voilà, des idées qui sont déjà déployées, mais vous devez certainement en avoir d'autres, comme par exemple l'élevage pour utiliser tout ce qui est l'herbage et tout ça. Ou je pense évidemment au solaire, à l'eau. Comment est-ce que tout ce travail sur la nature, la biodiversité inspire des réflexions de vivre autrement en dégageant, encore une fois, j'insiste, des ressources pour alimenter une équation économique globale. Ça ne puisse pas être uniquement des charges supplémentaires pour les propriétaires, pour voilà, les sites. Votre question, elle est assez large. Donc, je ne sais pas si le reporting en tant que tel de la CSRD est un cadre de réponse qui permet de valoriser tout ce que vous évoquez. En revanche, nous, en termes d'analyse des bénéfices ou des co-bénéfices que peut avoir une bonne prise en compte des enjeux de biodiversité et du vivant sur un patrimoine, sur un site ou à des échelles beaucoup plus larges, évidemment, elle intègre cette notion de ressources, de co-bénéfices. Là, vous évoquez des sujets potentiellement de ressources économiques libérées par des solutions qui sont des solutions plus passives au sens positif du terme. Et il y a aussi tous les autres bénéfices, là en revanche, qui sont valorisés, qui sont les bénéfices, les co-bénéfices sur les écosystèmes ou les co-bénéfices sur la gestion des îlots de fraîcheur, tout ce que peut apporter une bonne gestion des espaces verts, de bonne gestion de surfaces non imperméabilisées, qui produisent des co-bénéfices sur l'intégralité du fonctionnement d'un écosystème. Merci. Je vous en prie. Bonjour et merci pour l'exposé. Alors, on a commencé à l'échelle de l'entreprise avec les réglementations. Finalement, c'était plus axé sur le site. Et après, il y a l'autre échelle d'un projet, d'un nouveau projet, ce qu'on appelle un peu chez nous des greenfields, quand on veut s'implanter quelque part, même si c'est un peu difficile avec la loi ZAN. Et comment s'appelle d'abord votre outil? C'est une prestation par site, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'on décide de faire un audit par site. Donc, quand on a beaucoup de sites, lesquels doit-on privilégier? L'aspect économique aussi, j'imagine qu'il y a un coût par site, ce n'est pas par entreprise. Enfin, ça fait beaucoup de questions ou de commentaires. Peut-être qu'il faudrait qu'on prenne rendez-vous pour en parler plus longuement. Voilà. L'idée d'un rendez-vous n'est pas mauvaise. Ça, c'est la première réponse. Non, ce que vous évoquez est important. Là, on a positionné cette conférence sur le sujet du site, de la collecte de données pertinentes par site.
avec une valeur ajoutée réelle d'un écologue qui vient voir ce qui s'y passe. De manière après, comme on a évoqué, en fait, la mécanique, elle veut qu'on ne fasse ça que sur les sites qui sont matériels. Donc déjà, en fait, ça vient faire un premier screenage de ceux sur lesquels on va aller très en profondeur sur les études écologiques qu'on va faire sur les sites. Et après, vous avez raison, il y a la collecter de la donnée pertinente, la reporter et la suivre dans le temps, ça a forcément un coût. Donc ça veut dire qu'il y a une logique de système de management, d'une certaine manière, de ce reporting qu'il faut mettre en place quand on a des très grands patrimoines. Vous pouvez nous donner un ordre d'idée d'un audit pour un site? Je vais réserver ma réponse tout en vous apportant une première réponse qui est qu'on a développé au sein de Gondwana un outil qui s'appelle un diagnostic flash qui permet, avec vraiment un coût très maîtrisé, avec ou sans visite sur site, parce que c'est aussi dans les premières étapes un levier sur lequel on peut jouer, parce que vous avez parfois des sites sur l'ensemble du territoire, plus ou moins accessibles, etc., etc. Et donc ça, c'est quelques milliers d'euros très bien industrialisés pour vous livrer déjà quelque chose qui vous permet de faire ce premier screenage, en fait. Et on n'est pas sur des 10-20 000 euros, on est beaucoup plus petit que ça par site. Et puis au début, il y a toutes les données cartographiques sur lesquelles on peut industrialiser la remontée de données déjà pour faire les premiers niveaux. C'est un tamis en fait. Évidemment, sur les sites sur lesquels il y aura le plus de préoccupations, le plus de leviers possible aussi, il ne faut pas le voir que comme un aspect négatif. Dans ceux-là, potentiellement, il faudra faire venir plus d'experts et passer plus de temps sur les sites. À votre disposition. Ouais, on va prendre une dernière question, juste pour respecter le 10h, puisqu'il est 10h02, mais avec plaisir pour prendre votre question. Est-ce que le micro arrive sur votre gauche? Quel est votre ressenti sur l'engouement du marché pour ces audits? Est-ce que, avec la crise, vous avez le sentiment que certains opérateurs immobiliers se disent que l'environnement, ça commence à bien faire, ou que voilà, peut-être que les conditions politiques ne vont plus être favorables à ce genre de stratégie environnementale? Je vais faire une première réponse, vous compléterez si vous voulez. Nous, on voit un intérêt qui reste important sur la biodiversité. À côté du carbone, on a eu beaucoup d'actions carbone pendant longtemps. Maintenant, la biodiversité s'invite vraiment dans les discussions. On a des sites, ce serait mentir que de ne pas le dire, qui ont vécu, en particulier sur des développements, des latences qu'on n'espérait pas, mais qui ont eu lieu, mais qui ne sont pas que liées au contexte politique. Et donc, peut-être que je m'arrêterai à la date d'avant-hier par rapport à ça, pour ne pas faire de projection particulière. Donc, nous, on estime aujourd'hui que la biodiversité reste un sujet qui reste dans l'agenda des entreprises. Est-ce que cet agenda va être percuté par d'autres considérations? En tout cas, le sujet de la CSRD, pour nous, est un sujet aussi parce qu'il est en lien avec des cadres volontaires. C'est peut-être ça qu'on n'a pas assez dit. Il y a le cadre réglementaire et il y a les cadres volontaires. Et aujourd'hui, il y a des méthodologies entre les cadres volontaires, dont la méthode LEAP, par exemple, et le cadre réglementaire qui se répondent. Et donc, à partir du moment où on peut inviter via le réglementaire à apporter des premières réponses à des cadres volontaires, je pense que c'est une bonne façon de faire de la résilience de ces outils et des préoccupations qui les entourent. Je vous remercie vivement de votre présence. On est encore là avec quelques jus et cafés qui nous inviteront à continuer les discussions. À distance, je vous remercie également. Et désolé pour les quelques problématiques de connectivité que nous avons pu avoir. Et au plaisir de vous revoir sur d'autres sujets liés à la biodiversité ou aux autres sujets de prédilection de Harpas Trans. À bientôt. Au revoir. Merci.